Salut l'équipe, bienvenue dans LNB DAZN Club, votre émission consacrée au basket français, au championnat de France qu'on adore tant. Vous êtes bien sur DAZN et sur First Team, et aujourd'hui, émission spéciale, on va débriefer cette Leaders Cup qui a consacré le MSB. Et pour discuter du basket français, comme chaque semaine, vous pouvez le remarquer, je suis à la présentation aujourd'hui. On a switché défensivement avec Erwan, comme aurait précisé ça coach Visa d'Erwan. Voilà. Exactement, c'est ce qu'il a très bien fait tout au long du tournoi, surtout en finale, switcher sur les pick and roll. Écoute, qui va à la chasse perd sa place. Ben, je sais pas si je suis promu ou pas, mais en tout cas, je suis bien dans cette place. T'es pas promu, on a juste changé les rôles parce que, comme Thomas Larokis qui est à ma gauche ici présentement, vous étiez tous les deux à Caen et vous avez commenté les matchs de Leaders Cup, donc c'était évident qu'on change les rôles aujourd'hui. Comment tu vas, Thomas? Écoute, en pleine forme, très content de ce petit week-end de 3 jours passé avec mon ami Erwan. On s'est régalé sur 3 jours et voilà, on se retrouve ici pour faire un petit débat dessus. Tu m'as dit qu'ils étaient très en forme, Erwan, Stephen, toute l'équipe. Hein. Ils étaient en très grande forme, on a bien bossé, on a bien rigolé, on a passé du bon temps. Ah, s'il y avait des MVP du resto à mettre sur le week-end, je pense qu'il y aurait eu un vrai combat entre Steph et moi. C'est vrai, c'était à ce point-là? Ouais, on a bien rigolé. Ouais. Toute l'équipe de Refil m'a dit que vous étiez exceptionnel. Non, mais après, et de DAZN aussi, hein, et de 21 Pro. Après, on est porté aussi par des gens exceptionnels qui nous mettent dans des conditions royales. On ne peut que briller. Bah alors, brillons. On va tenter de briller maintenant aussi dans ce débrief. On va regarder le sommaire, puisqu'on va parler donc de cette belle victoire, l'exploit du MSB face à Monaco. Ensuite, dans le prospectus, on parlera d'un jeune qui fait parler de lui. Il est très très jeune. Il est né en 2009. C'est Aaron Toho-Nancy. Et donc, Tom Ciaravino parlera de lui en long et en large. La palette, Erwan, c'est toi qui vas t'en occuper cette semaine. Et elle sera consacrée à Tom Digbeu. Quel retour, quel retour en France. Lui qui découvre quelque part la Betclic et qui a réalisé des cartons et qui peut-être a redonné un peu d'espoir de maintien à La Rochelle. Il y a encore du chemin, mais on va analyser 2 performances de très haut niveau. Absolument, et on finira donc comme toujours avec le top 10, les meilleures actions du dernier mois. Il y aura de la Betclic, il y aura aussi bien sûr la Leaders Cup parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de spectacles. Avant de rentrer dans le débat et de parler du MSB et de Monaco un petit peu, j'ai envie d'avoir vos feedbacks, vos retours après ce week-end qui avait l'air enchanté en off, mais parlons plutôt du terrain et de cette salle. Thomas, raconte-moi tes premiers retours. Bah écoute, la salle de Caen déjà elle est magnifique. Je trouve que la configuration basket est parfaite. Ça a été rempli tout le week-end. On a eu le droit à des surprises, des upsets, des matchs avec du suspense, beaucoup d'ambiance et une finale extraordinaire. Donc je pense que vraiment c'était 3 jours. C'était vraiment la Leaders Cup. C'est quand même souvent un grand succès, je trouve. Ouais, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on peut vivre, mais en manière un peu plus réduite d'une March Madness. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours que si tu perds, tu rentres chez toi et ça amène, on sait que c'est des formats qui amènent forcément des surprises. Et je crois que, en termes de surprise, on a certainement assisté à la plus grande Leaders Cup de l'histoire. Parce que, quelque part, Le Mans s'impose à la fin face à Monaco, mais même sur les premières journées, on a vu quand même des choses intéressantes et ça prouve que ce championnat, il est très, très homogène. Tiens, on regarde le bracket. Parmi les surprises dont tu parles, il y a évidemment donc Le Mans qui va au bout. Ils ont fait 3 surprises de suite. Mais ce qui a fait un peu trembler la terre du basket, c'est la victoire de Saint-Quentin face au Paris Basketball dans un match ultra spectaculaire, Thomas. Ouais, un match spectaculaire, surtout une incompréhension. Je pense qu'on a vu l'effectif, qu'on a vu Maodolo au repos, Yankunen au repos aussi. On a vu une équipe de Paris. Finalement, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'ils étaient vraiment venus là pour l'emporter? Eux qui l'avaient déjà remporté la saison dernière. Voilà, je pense qu'ils se sont dit, écoute, si on gagne, c'est cool. Sinon, si on perd, écoute, ça nous fera quelques jours de repos parce que moi, j'ai pas vu le Paris Basket que je vois depuis le début de saison, clairement. J'ai du mal à imaginer que le Paris Basketball soit dans la gestion de cette Leaders Cup. Par contre, je pense qu'ils sont rattrapés par leur calendrier fou depuis le début de saison. C'est une équipe qui ne triche jamais. J'ai pas eu l'impression qu'ils aient triché ou qu'ils se soient gérés. Alors, il y a eu des décisions du staff de mettre Maodolo et Yantunen sur le côté. Ça appartient au staff. Mais les joueurs, j'ai surtout trouvé, ils ont trouvé un petit peu cuits, un petit peu avec les jambes lourdes. Et on n'a pas retrouvé l'intensité qu'on retrouve d'habitude. Après, ils perdent, on le voit sur ce tir de Giovan Onyang assez incroyable. Donc, ça arrive dans une saison d'avoir des creux physiquement. Ils jouent l'Euroleague. Ils sont quand même dans le top 8 de l'Euroleague. Ils sont dans le haut de la Betclic Elite. Je les ai trouvés avec des jambes un peu lourdes et ils perdent sur un tir à 3 points assez incroyable. Pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. Ils ont surtout besoin de refaire un petit peu du gras. Bon, la Leaders Cup est donc un moment incroyable et tu viens d'en parler, toujours une réussite. On a appris aussi en marge de ce tournoi à Caen, eh bien que les 3 prochaines éditions allaient changer de ville à chaque fois et on allait monter en puissance, pas par rapport aux villes, mais par rapport aux salles qui allaient cesser de grandir. L'année prochaine, on sera à Poitiers, messieurs, ce sera cool à suivre. Ensuite, Erwan, en 2027, on sera à Aix-en-Provence qui va accueillir donc un tournoi de basket. Ça régale quand même.
Exactement, ouais, on sait que c'est une région où le basket essaie de se développer. Marseille, évidemment, c'est le foot. Aix-en-Provence, il y a un petit peu le rugby et le handball. Eh ben, c'est très bien d'aller dans cette région de la France pour offrir vraiment, chaque fois, on le dit, un spectacle. C'est très cool, c'est bien quand on connaît le basket, mais même quand on le connaît pas, pour découvrir la Leaders Cup, il n'y a rien de mieux. Donc c'est bien d'aller dans le sud-est. Et puis je serai pas loin de chez moi, ça c'est cool. On finira donc en 2028 à Lyon, enfin plutôt à Dessines. Là, pour le coup, chez toi, à la LDLC Arena, donc la plus grande salle de ce cycle de 3 ans là qui va arriver devant nous. C'est bien de pouvoir se projeter aussi, et on apprécie que la Ligue fasse du bon travail autour de cette Leaders Cup. Bon, on était complet là pour faire un petit état des lieux, pour mettre un petit peu de contexte. On va rentrer maintenant dans le débat et on va parler évidemment du MSB. Messieurs, vous l'avez dit, c'était une surprise incroyable. Erwan, t'as commencé par ça. On va commencer, nous, par voir les images de célébration des joueurs du Mans. Quel moment incroyable avec Philippe Husser, donc le président. Pipo la famille. Philippe Husser, qui vient remettre ce trophée au MSB. Toi qui l'as joué, cette compétition, Thomas, ça représente toujours un truc particulier, et encore plus lorsque c'est une surprise de gagner ce trophée. Ouais, clairement, c'est un moment dans la saison où on sait que les saisons sont longues, et enfin, on arrive sur une période où on peut jouer quelque chose. On sait que c'est un match à un jeu. Sur 3 jours, on peut ramasser un titre, ce qui est pas rien. Et forcément, on a envie de se donner à fond. Les 8 meilleures équipes du championnat sont là. Il y a beaucoup de monde dans les tribunes. Voilà, il y a tout le basket français qui est là. Et voilà, c'est un moment où on peut créer la surprise aussi. On l'a vu sur ce week-end, donc ça reste toujours. Moi, je l'avais fait à Disneyland. Voilà, c'était assez particulier. Dans la tente. Dans la tente. Après, t'avais plus été dans le Mountain Space que dans le Space Mountain que sur le terrain. Mais bon, ça, c'est autre chose. J'avais plus été dans la soirée d'après-match, puisqu'on s'était fait sortir avec l'Asvel en quart de finale, mais c'est toujours un super événement. Erwan, ce moment-là, il va rester gravé un petit peu dans nos têtes. Hein. C'est David contre Goliath. Hein. Parfois, on en fait des tonnes. Là, c'était vraiment le cas. Hein. Écoute, j'ai eu la chance de le commenter avec Stephen, et sur la fin, on se regarde et on est un petit peu sur le cul. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Parce que déjà, Le Mans au complet qui gagne la Leaders Cup, ça aurait été une énorme surprise. Mais Le Mans privé de Noah Penda, de Tayshaun Thomas, qui arrive quand même aussi à gagner, c'est une surprise énorme. On était là à se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister potentiellement à la plus grande surprise de l'histoire de la Leaders Cup, par les scénarios, par la manière, par le contexte aussi, donc avec les blessés? Mais j'ai envie de te dire oui. 3 jours plus tard, j'ai envie de te dire oui. C'est la 4e fois que Le Mans donc remporte ce trophée. 8e finale aussi. 8e finale, 4e trophée donc de Semaine des As / Leaders Cup. Il dépasse comme de par hasard Monaco. Parfois l'histoire est bien faite. C'était un remake de la finale de 2018. C'était Monaco qui s'était imposé. Tu voulais dire un truc, Thomas? Non, même dans ma tête à la mi-temps, j'étais en train de me dire putain, mais si Le Mans gagne quand même, c'est peut-être un des plus gros espoirs du basket français. Oui, compétition, avec Nanterre, bon, voilà, sur une saison, Nanterre, évidemment, c'est différent. Mais la physionomie de ce tournoi, démarrer à 7, aucune pression, ils sortent Cholet qui est premier du championnat, après Saint-Quentin ils sont derrière tout le match, et après sur la finale, enfin, on va pas se mentir, Erwan, la veille après le match Monaco-Asvel, tout le monde dans les tribunes, les coachs avec qui on a parlé, les anciens joueurs de légende qui étaient là, tout le monde disait voilà, ça va être très compliqué pour Le Mans. Monaco, c'est un rouleau compresseur. Il devait pas y avoir de match, et puis Le Mans a créé la surprise. Bon, parlons du match un petit peu, si vous voulez bien. Rapidement, on voit quelques images là, magnifiques. C'était à suivre sur DAZN, et d'ailleurs, tout est toujours disponible sur la plateforme. Et sur YouTube aussi, ça, c'était le gros coup de DAZN, de pouvoir retransmettre un match par jour gratuitement sur YouTube, dont la finale, donc, remportée 104-96 de la part du MSB. C'était un match d'attaque. C'est aussi l'autre surprise, c'est que, Erwan, ils ont gagné un match d'attaque et un match dans lequel ils ont mené 28-10 après 9 minutes de jeu. Ils ont fait l'entame parfaite, trouvé de l'adresse, très rigoureuse sur le plan de jeu installé par Guillaume Vizade. Défense, donner des tirs compliqués à cette équipe de Monaco qui s'est compliqué la tâche, et puis derrière courir sur de la transition. Et Guillaume Vizade l'a dit à la mi-temps, il fait faut qu'on continue à courir parce que sur transition il se passe des choses. Et Monaco s'est fait découper complètement sur transition. Le small ball entre Willy Guettet et William Nara sur le poste 5 a posé énormément de problèmes à Monaco, qui n'a pas su répondre. Pourtant, la première position du match, c'est un ballon à Mame Jaïté, première faute de Willy Guettet. On se dit, ah là, ils vont cibler, ils vont appuyer là où ça fait mal. Bon, c'est la seule fois où on a vu la balle à l'intérieur en première mi-temps. J'exagère à peine, mais en tout cas, Monaco n'a pas voulu appuyer sur les points potentiellement faibles du Mans, parce que finalement, ils n'en avaient pas beaucoup sur ce week-end-là. Et derrière, on a senti une équipe qui court,
lourd, qui a joué sans pression. Et puis il y a des mecs qui ont eu un supplément d'âme. Il y en a eu beaucoup, on va en parler. Oui, tous en fait. Voilà. Tu dis, en fait, ils ont tous été au-dessus de leur niveau, Thomas. Il n'y a pas un morceau qui rate sa finale. Clairement. Léopold Delaunay, William Snaras, David Giléo, qu'on a vu sur le poste 4, qui a été magnifique dans le tournoi lui aussi. Abdou Ndoye a marqué un seul panier, mais c'était un moment un peu important, là, tu sais, le rebond offensif. D'ailleurs, t'as bien célébré, Erwan, tu m'as fait kiffer sur ce moment-là. Trey Buchanan était bon, ils ont tous été bons. On parlera de Loïs Grassov dans quelques instants aussi, et du MVP Trevor Hudgens. Mais c'est ce que dit Erwan, ils ont tous élevé leur niveau de jeu au meilleur des moments. Enfin, je dis au meilleur des moments, en fait, ils l'ont fait sur 3 matchs. Ouais, ils l'ont fait sur 3 matchs. Ils ont été sur un nuage. Je pense qu'ils ont abordé cette compétition en se disant, voilà, on est 7, on n'a rien à perdre, on a 2 joueurs importants qui sont pas là. Et puis, premier match gagné, deuxième match gagné. Du coup, bon, contre Monaco, tout le monde les voyait grands favoris. Et puis on les voit démarrer, des shoots ouverts, du rythme. C'est eux qui dominaient physiquement alors qu'ils étaient censés être en dessous. On pensait tous qu'ils allaient être fatigués sur ce match. Ils ont mis beaucoup de rythme, comme l'a dit Erwan. On entendait au temps mort Vizad qui continuait de dire « Courez, après les rebonds, mettez du rythme, courez. » Voilà, ça se passait la balle, c'était fluide. Et tout leur a réussi. Voilà, tous les joueurs ont performé et ont été au-dessus clairement de leur niveau cette année. Tu parlais de Guillaume Vizad, on va l'écouter une première fois parce qu'il a parlé de la préparation de ses joueurs. Et franchement, quand il y a un coach qui régale autant, autant l'écouter. Peut-être que nous, on a semé quelques bonnes graines tout au long de l'année, mais eux, ils ont bien arrosé le terreau pour que ça pousse correctement. Et aujourd'hui, on a des leaders de jeu qui ont été formidables dans différents secteurs. Trevor Hudgens, évidemment, est récompensé et c'est un joueur magnifique. Mais le combat qu'ont livré nos intérieurs pendant 3 jours, à 2, en se relayant quasiment sur le poste 5, Wilfried et Williams, ça a été des capitaines courage tous les deux. Parce que chaque match, ils ont rendu 15-20 cm à non pas 1, non pas 2, mais 3 joueurs dans chaque rotation. Et ça, il faut le souligner, il faut les remercier pour ça. Ils permettent au Mans de gagner une 4e fois ici. C'est magnifique. Erwan, on entendait, là, regardez, pendant qu'on voit quelques stats sur les minutes et les points sur le tournoi de tous les joueurs du Mans, on voulait s'arrêter quand même sur William Snaras et sur Willy Guettet. Ils ont fait un tournoi et une finale, mais exceptionnel. William Snaras, le 3 sur 3 à 3 points, il m'a foutu des frissons à un moment donné, tellement c'était incroyable. Ah, il a été largement au-dessus de ses normes d'adresse habituelles en saison, mais c'est aussi ça, la Leaders Cup. Il a trouvé une adresse sur du pick and pop. De toute façon, ils ont fait mal à tous les intérieurs. Premier match, Bastien Vautier, ils l'ont rendu fou par de l'activité en passant devant. On sait que Bastien Vautier, il aime pas trop ça, les petits pivots mobiles. William Snaras a trouvé déjà aussi de l'adresse face à Cholet, donc s'il oblige les grands de 2-10 à sortir, c'est compliqué. Enfin, en demi-finale, Dominique Olejniczak qui avait fait un quart incroyable face au Paris Basketball, on l'a quasiment pas vu. Là, pareil, sur de l'activité, passer devant et l'amener au large, très dur pour les grands comme ça. Et face à Monaco, sur les short rolls, Willy Guettet, sur le pick and pop, William Snaras, encore une fois, a joué un contre 1 au shoot à 3 points. Ils ont créé des problèmes à ces 3 équipes-là qui n'ont jamais su répondre à ce duo d'intérieur qui est plus un petit 5, voire un poste 4 pour William Snaras. Et ils ont su parfaitement profiter de ces avantages, on va dire, parce que c'est devenu un avantage de taille et de vitesse. Et on rigolait avant l'émission, on disait Willy Guettet, mon gars, c'est devenu... c'est Draymond Green. J'ai Tipeee sur les flotteurs, c'était un mix de Draymond Green et Ronca Navarro. Le mec mettait des flotteurs, un pied tête de raquette, un contre 1 là, un peu à 45, il finit en fin de possession, flotteur aussi. Les deux ont été exceptionnels. Voilà, ils ont porté leur équipe. C'était censé être le point faible de cette équipe en démarrant le tournoi. Finalement, ça a quasiment été le point fort. Et voilà, tu le disais, William Snaras qui tourne à 20%, qui est à 3 points. Donc je pense dans le scouting sur la saison, il est à 20%. Le mec, il sort à 8 sur 10 sur le tournoi, 80%. Le delta, gros, mais on le dit souvent dans le basket. C'est comme ça aussi. Voilà, quand les planètes s'alignent, alors ils ont tout fait pour qu'elles s'alignent, hein, attention. Oui, bien sûr. Ils sont pas arrivés, tiens, c'est cool. Mais ils feront pas un tournoi comme ça 2 fois d'affilée. C'est pas grave, ils l'ont fait. C'est le tournoi d'une vie. Et puis, on le répétera jamais assez. Quand tu joues à 7, voire 8 avec un espoir, 7 pro, tu sais que de toute façon, tu vas jouer au moins 20, 25 tous les matchs. T'as aucune pression, tu joues, tu prends du plaisir, tu joues plus relâché comme ça. Il y a pas de là si je fais pas bien ça, tu rates 2 tirs d'affilée, tu sais que tu vas pas les t'asseoir. Je vais aller sur le banc. Là, quoi qu'il arrive, les mecs allaient jouer. Et même, on a vu un Vizad très relâché tout le tournoi, très décontracté. Sur les temps morts, il a jamais paniqué, que ce soit contre Saint-Quentin quand ils sont à moins 12, moins 13. Voilà, il dégageait aussi de la sérénité pour ses joueurs et ça, c'est important. De toute façon, c'est un tournoi ultra réussi par tout le monde. Hein. On va pas commencer à en sortir un ou l'autre. Je voulais quand même qu'on parle vite fait de Léopold Delaunay qui... sur la première mi-temps, il est à un niveau All-Star, j'ai envie de vous dire. Hein. Il finit, notre ami, quand même, à 17 points, 8 rebonds et 3 passes décisives, Erwan.
C'est un joueur qui fait beaucoup de choses sur un terrain. Il est très actif. Déjà, il est en canne de fou. Il a vraiment le physique du mec qui arrive, tu sais, affûté en août, quoi qu'il arrive, le plus affûté, tu vois. Alors, j'ai pas les infos, mais en tout cas, il dégage ça. C'est un bon défenseur. C'est un mec qui est formé à Cholet, on le sait. C'est quelqu'un qui joue très juste. C'est pas lui qui va le plus vite, c'est pas lui qui va le plus haut, mais en tout cas, tout ce qu'il fait, c'est juste. Et tout ce qu'il fait, il fait du bien à son équipe. Et en plus, quand tu rajoutes à ça, un petit peu d'adresse, du drive sur la transition, parce que quand tu lui en laisses, il est très bon pour aller finir au cercle. Là, on va le voir d'ailleurs là-dessus. Voilà, ça fait en sorte que derrière, il fait une finale exceptionnelle et qu'il a mis son équipe aussi sur le bon rail. Quand Buchanan est plus dans un poste 2, quand Trevor Jeans est sur le banc, il a joué aussi sur ce poste de meneur. Il a fait énormément de bien à son équipe dans le contrôle du tempo sur le retour de Monaco. Et puis, je dis, en défense, il lâche rien. Il va au rebond. Il est ultra actif. Bravo, chef. Hein. Bravo, chef. Bravo, chef. Il y a quand même un gars qu'on connaît peu, même s'il avait... on a vu des articles et des petites vidéos ici ou là parler de lui et de son frère. C'est évidemment Loïs Grasshoff. Tu parlais tout à l'heure d'être à 7 pro. Alors, ils sont 8 parce que Loïs Grasshoff a été signé pro cette saison, mais il a joué 5 minutes de Betclic Elite jusque-là. Et là, c'est clairement son breakout tournament, les mecs. Hein. Donc, sur la finale, il joue quand même 18 minutes. Il marque 3 points, une énorme filoche pour repasser à plus 12. Et il défend sur Mike James. Ouais, clairement, c'est comme ça. Parfois que tu démarres des carrières aussi. Voilà, quand t'es appelé, il faut répondre présent. Qu'est-ce qu'on demande aux jeunes? D'être solide défensivement. En tout cas, de ne pas faire baisser le niveau collectif de l'équipe quand on est sur le terrain. On ne lui demandait pas de faire des trucs extraordinaires. Mais il rentre tout de suite, il prend un rebond offensif. Donc, il donne une deuxième chance à son équipe. Défensivement, il est bien en place. Il ne fait pas d'erreur dans les systèmes. Voilà, et il met cette petite filoche aussi à 45 qui fait... Corner. 45. C'est 45, quoi. Ah bon, ouais, enfin, un peu tôt. Après, tu étais peut-être mal placé dans la salle, mais moi, à 45, j'étais dans l'angle. J'étais dans l'angle. Tes conseils, le mec, hein. Peut-être, des fois, comme ça, etc. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi le début pour lui d'une longue carrière, voilà. Et en tout cas... On lui souhaite, il a 20 ans. Il a 20 ans. Erwan, il vient de Marseille, il était en N2 il y a 2 ans. Chez toi. Alors, c'est pas chez moi. Le SMUC, c'est pas chez moi. Moi, je suis un mec de l'USPEC. De mon point de vue, c'est pareil. Hein. Exactement. Moi, ce que j'ai bien aimé avec Loïs Grasshoff, c'est que déjà, il est resté concentré tout le week-end. Tu peux te dire, il a peu de temps de jeu face à Cholet-Saint-Quentin et il rentre en finale, mon gars. Et ce qui est bien, c'est que Guillaume Vizade, il peut remettre Buchanan à ce moment-là. Mais non, il met Grasshoff parce que c'est un grand poste 3 pour matcher avec Diallo et pour pas qu'il soit trop small ball, sinon ils allaient se faire punir. Et donc, il fait un choix tactique de le mettre Grasshoff. Et ce que j'aime bien, quand on voit tous les gamins aujourd'hui qui veulent dribbler, shooter, mettre 20 points pour que ça existe. Gros, là, on a vu un mec de 20 ans qui déboule dans une finale de Leaders Cup contre Monaco, l'ogre monégasque. Il est venu discipliner, défense, dans les corners. On exécute les systèmes et je prends ce qui me revient. Et au final, ça fait un énorme apport sur cette finale-là. Peut-être que sans lui, la finale, à un moment donné, elle tourne de l'autre côté. Et dans des basiques du basket, défendre très fort et s'envoyer sur les switches Mike James. Bravo, mon grand. Il a envoyé du bois. Il a envoyé du bois. Il a fait des fautes, il a mis des coups de sabre, il a pris un tir ouvert. Voilà comment on gagne des minutes. On gagne pas des minutes avec du dribble, du il y en a à faire des interviews à des médias qu'on connaît pas. Là, il a fait. Non, mais c'est la vérité, frérot. C'est la vérité. Là, c'est comme ça, tu l'as dit, qu'on gagne des minutes et qu'on se lance dans une carrière. Bravo. Merci en tout cas pour cette émission Feel Good Erwan. Mais c'est feel good. Moi, il m'a fait. Lui, il est feel good, ça c'est sûr. Ah ouais, mais c'est génial. Puis à la fin, moi, je regardais à la fin l'émotion qu'il avait. Il est allé checker tout le monde et tout. Enfin, même les pros sans le voir l'ont pris dans les bras parce que, mec, ce que t'as fait là, tu nous as apporté ce qu'il fallait. 18 minutes. Il est pas rentré 3 minutes. Bien sûr. En prenant un tir à 3 points avec la planche en disant bon, alléluia, sort. Bien sûr, il a joué 18 minutes. Ils s'en souviendront toute leur vie parce qu'en plus maintenant, avec les 3 équipes qu'il y a dans le championnat, Paris, Monaco, Asvel, on sait que c'est très très dur de ramasser un titre. Donc le moindre titre a vraiment son importance. Et là, toute leur vie se souviendront de ce tournoi. Clairement, un acte fondateur. On n'a pas parlé du MVP de cette Leaders Cup, c'est Trevor Jeans. Ça tombe bien, c'est son moment. 25 ans, bien sûr, ça vous le savez, l'un des tout meilleurs shooters du championnat, gaucher. Il a été d'une clutch attitude. Déjà lors de la demi-finale face à Saint-Quentin, on a tous vu ce double step back à James Harden. Beaucoup parlaient du marché, etc. Mais vous savez que dans le basket moderne, il n'y a plus marché sur ce type d'action-là. Il a été très bon aussi en finale, Thomas. Franchement, il est bluffant par son scoring. Lui, l'année dernière, était dans le scoring. Cette année, j'ai l'impression que c'est un meneur de jeu qui a clairement progressé sur aussi le tempo et sur l'impact sur son équipe. Ouais, il est passé, on peut le dire, au travers de son premier match contre Cholet. Après, il n'a pas forcé dans les shoots. Il a vu que ses coéquipiers marchaient bien. Du coup, il a laissé les autres faire. Et après, il est monté en régime petit à petit. Tu l'as dit, ce buzzer beater contre Saint-Quentin. Game winner, oui. À 7 secondes de la fin, on le voit derrière toi. Et après, il est fantastique. Tu l'as dit, dans la gestion du jeu. Il prend les responsabilités quand il faut. Il essaye de mettre ses coéquipiers en avant. Après, les ballons lui reviennent souvent en fin de possession. On l'a vu avec beaucoup de réussite aussi sur la finale avec ces 2-1-1. Quand on dit que tout leur a réussi, mettre 2-1-1
à 3 points dans 1 sur un pied, ça arrive pas souvent déjà dans une carrière. Alors dans une saison ou dans un tournoi comme ça, c'est encore plus rare. Ça montre bien que voilà, ils étaient en réussite et il est fort à 3 points, il est fort en drive, défensivement il est bien en place aussi. Il a été vraiment exceptionnel tout au long du tournoi, à part sur le premier match un peu en dents de scie. Ouais, mais sur le premier match, en fait, j'ai bien aimé le fait qu'il force pas. Il a pris les tirs qu'il doit prendre. Il a continué à les prendre quand le jeu lui revenait. C'était un mauvais soir pour lui. Mais son premier match, il fait 8 points, 7 passes. Quand voilà. même. Non, mais 7 passes. Mais c'est là où j'allais en venir. C'est qu'en fait, moi, j'ai aimé la patience qu'il a pu avoir par moment, la justesse qu'il a pu amener, l'alternance qu'il a pu amener. Il a pris ses responsabilités quand il fallait, comme face à Saint-Quentin, comme en deuxième mi-temps, on l'a un petit peu plus vu face à Monaco, mais il a su aussi mettre les ballons, gérer le tempo. On le dit pas assez, mais quand tu joues à 7 face à des armées comme Monaco, c'est important de prendre soin du ballon. Et il a amené ça aussi, Trevor Hodgins. Il a laissé le jeu venir à lui. Et ça a amené cette finale exceptionnelle et ce titre de MVP largement mérité. C'est un shooter d'exception. Il a gagné le concours de tir All-Star Game, mais malgré le fait que ça soit plus un mec porté vers le scoring, il a amené aussi de la justesse. C'est un mec intelligent, on l'a vu. Il savait qu'il jouait à 7, il pouvait pas bombarder à 3 points en mode allez, alléluia, on verra ce qui se passe. YOLO. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Donc il a fait un week-end exceptionnel, quoi. Un vrai leader. Quelques stats pour lui. Donc il a 8 points et 7 passes contre Cholet. Il a 29 points à 5 sur 10 à 3 points contre Saint-Quentin. Et donc face à Monaco, il finit à 25 points, 5 sur 8 à 3 points. C'est MVP plutôt logique, au vu de stats. Tu me disais que tu aurais pu lui donner quelqu'un d'autre, peut-être, toi. Peut-être William Naras, voilà, mais après la paire presque, je sais pas si on peut faire des co-MVP sur le tournoi, mais la finale de on prend le MVP de la finale, c'est lui, c'est Willy Guettet, de la finale. Okay. Mais le fait qu'ils mettent le panier de la gagne contre Saint-Quentin, qu'ils sont encore présents après, on était obligé de lui donner parce que c'était quand même lui le chef d'orchestre de tout ça. Mais je suis plutôt d'accord avec vous. C'est les petits, quoi. Ceux qui tiennent la balle, ceux qui prennent des pressions de Mathieu Strasel, parce que Mathieu Strasel, il s'y est mis sur Trevor Hodgins. À un moment donné, on va parler après de Monaco, parce que quand Mathieu Strasel, il se met quasiment en strict sur lui, c'est-à-dire qu'il était complètement coupé de la balle, il s'est dit, c'était pas une boîte, mais c'était en tout cas une stricte en homme à homme, il a quand même, et là aussi, la patience, il a laissé le jeu venir à lui, aller provoquer des fautes, on l'a vu 10 sur 11 au lancer. 10 sur 11 au lancer, et je regardais cette stat, il a 96% au lancer franc sur la saison, il est à 90 sur 102. C'est-à-dire que même si on lui donne 100 lancers francs, mais pas 90, soyons clairs, malgré une adresse exceptionnelle chez First Team, vous le savez peut-être. 5e scoreur du championnat, il a plus de 16 points par match. J'avais cette petite stat que je voulais vous donner quand même. Il a 45% au tir à 3 points, au shoot à 3 points cette saison. C'est le 3e mec qui en tire le plus. Il y a que Nadir Rifi et Chris Clemons qui en prennent plus. Donc voilà, on est dans ce basket moderne qui nous régale ou pas pour certains. Mais quand c'est fait avec réussite comme ça, on est obligé d'être ravi. Erwan, tu parlais de Monaco. On va y aller dans quelques instants. Attends, t'es obligé de passer sur David Dileo là. Ah bah si tu veux dire David, vas-y, t'es chez toi, vas-y. Moi j'ai un petit coup de cœur pour lui, honnêtement. Voilà. Joueur extraordinaire, un volume de jeu tout le temps dans la course, aller-retour, il se la colle en défense, il prend les responsabilités en fin de possession, beaucoup de coupes sans ballon, jeu sans ballon, on l'a vu sur les temps de jeu, 35 minutes il a joué. À aucun moment je l'ai vu fatigué le mec, et c'est un super joueur, je pense qu'il a encore une marge de progression, et vraiment ça a été mon coup de cœur aussi sur ce tournoi. Pénible à défendre. Ouais, pénible à défendre. Beaucoup dans le démarquage, faire la passe, couper, revenir, enfin il fait énormément de choses sur un terrain, et je pense que c'est un joueur qui va gravir les échelons, je pense, dans les années à venir. 11 points, 5 passes et 4 rebonds pour David Dileo. Erwan, un mot sur Trey Buchanan, parce qu'apparemment, vous faire tous les mecs, vas-y. Ils sont 7, ils sont pas beaucoup. Non, ils sont 8, on aura fait les 8 comme ça. Il a été très régulier sur le tournoi, je trouve, par sa percussion. Il est pareil, encore pénible à défendre. Il est tout le temps très agressif. Donc, en fait, dès que tu t'oublies, il va te mettre un drive. Il est dangereux aussi extérieur. Il est très bon face à Cholet quand Trevor Hodgins est un peu moins bon. Il est exactement dans ce qu'il faut faire au relais ou associé à Trevor Hodgins et Léopold Delaunay. Donc non, bravo, un très bon tournoi pour Buchanan. On est obligé de dire un très bon tournoi pour tout le monde. Le MVP Pro B, absolument. Avant de parler de Monaco, je voulais quand même qu'on entende une dernière fois Guillaume Vizat qui parlait justement du MSB, de la place dans le basket français. Bon, l'autre jour, on me demandait quel était le rôle du Mans dans ce championnat, maintenant qu'il y avait ces 3 grosses équipes. Notre but, c'était d'être compétitif. On savait que sur les matchs secs, c'est différent des playoffs. Donc, on a regardé cette compétition dans les yeux avec beaucoup d'enthousiasme. Et le plaisir qu'on a pu voir chez les gars tout au long de ces 3 jours, c'est un bonheur immense pour un entraîneur. Merci beaucoup. Guillaume Vizat qui fait le Pro B, qui fait le doublé en Leaders Cup, il avait gagné avec Vichy l'année dernière, alors la Leaders Cup avec la Pro B. Et on a découvert sur les réseaux aujourd'hui l'incroyable popularité de Guillaume Vizat. Le nombre de messages
merci coach, c'est mérité pour votre équipe sur X. Je vous invite à aller voir au-delà de la surprise parce que on s'est régalé de ça, mais quand je vois aussi lui comme il est apprécié entre les équipes de France jeunes et maintenant le fait qu'il soit allé chercher un titre avec un club qui n'est que 6e de Betclic Elite, ça fait kiffer pour la suite. Et pour Guillaume Wizard, on verra si Le Mans sera capable de faire un coup en play-off. On aura le temps d'en discuter. Je vous pose pas la question. Est-ce qu'ils seront champions? Parce que on n'est pas ces mecs-là. Parlons de Monaco, messieurs, parce que Monaco, donc, une nouvelle fois, se rate dans la Leaders Cup, et ça, c'est quand même terrible. On est resté sur 2 éditions à Saint-Chamond où c'était très compliqué. Erwan, tu as face à toi les stats de Monaco. Ils sont complètement à passer à côté de cette première mi-temps, et c'est presque indigne d'une équipe de ce rang. Ils sont passés à côté de leur match, mais c'est ce qui est d'autant plus fou que on a vu un premier match face à Bourg-en-Bresse où ils mettent une mi-temps, se mettent en route et après c'est un rouleau compresseur. Et Freddy Fautus, le premier, le dit dans les vestiaires à ses joueurs à la fin du match en disant bravo messieurs, mais on a perdu contre une équipe top 4 Euroleague. Aujourd'hui, on peut pas toucher ces gars-là, mais peut-être que par la suite on le fera en continuant à travailler. Mais le constat c'était Monaco est au-dessus. Le lendemain, ils éteignent complètement l'Asvel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de match avec des rotations défensives, des rotations sur le banc, tout le monde apporte. Enfin, ils ont détruit l'Asvel en se disant waouh. Et on est tous unanimes à la fin de ce match en disant waouh, d'accord, Monaco, ils sont venus en mode on veut pas rigoler, on va ramasser la Leaders Cup. Et d'un coup, ils retombent dans ce qu'est Monaco, c'est-à-dire que ça peut être une très grande équipe, et puis retomber dans ces travers, dans cette espèce de faux rythme, dans cette facilité. Et derrière, en fait, ils sont jamais rentrés dans leur finale et puis ils ont couru après le score. Le problème, c'est que quand une équipe, on vient d'en parler, est en surconfiance et joue juste, ils vont mettre les paniers, ils vont se frustrer. Ils parlent beaucoup à l'arbitre. Certains, pas tous, mais... Je pense à qui parle. Alpha Diallo parle beaucoup à l'arbitre toute la rencontre. Mike James va demander aussi beaucoup de fautes. Et puis du coup, après, ils s'en remettent un petit peu à Mike James qui fait la pluie et le beau temps. Alors, il met 29 points en finale, mais... il va jouer toutes les possessions, du coup on se passe moins la balle. Je trouve que l'utilisation d'Elio Kobo sur le tournoi et encore plus sur la finale alors qu'il est parfait, à un moment donné on a le droit de lui dire tiens, c'est toi qui vas nous remettre dedans parce que chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a été très bon et quasiment, 23 points en quasiment indéfendable. Non, mais je trouve qu'à un moment donné, il doit en mettre 30 en finale et qu'on doit lui donner plus les ballons. La prestation de Papagiannis sur la finale, c'est pas digne d'un joueur de son statut. On rappelle 1 million la saison. Frérot, t'as pas le droit de faire une finale comme ça. T'as pas le droit de rentrer là. Et là, lui aussi, les arbitres, blablabla. Frérot, non, c'est une finale. Tu dois avoir une autre attitude. Et puis après, on le dit, Mame Jaïté, premier ballon, il faute sur Wilfried Diégueté. Et derrière, on n'insiste plus là-dessus. On retombe dans un basket derrière. Voilà, ils ont perdu un petit peu le fil et on a vu Spanoulis devenir fou et parce que c'est pas ce qu'il veut mettre dans cette équipe-là. On pensait qu'il les avait guéris, mais comme dit Steph, à la fin du match, il me le dit, il me fait, ils sont pas guéris encore. Ils sont pas guéris, Thomas. Écoute, moi je pense qu'après la demi-finale, déjà avant de jouer la demi-finale contre l'Asvel, ils se sont dit ok, si on gagne là, on est champion, c'est fini, jamais on se fera taper par Le Mans. Ils sont 7,5. Ils avaient déjà tapé cette saison quand même. Oui, mais au complet, en championnat, c'est pas la même. Ça a rien à voir. Entre jouer une finale et jouer un match de championnat, tu joues pas de la même manière. Et je pense vraiment que dans leur tête, ils se sont dit, il y a aucun moyen pour qu'ils nous battent. Ils ont démarré le match, ils se sont fait surprendre. Ils étaient tout le temps en réaction, ils étaient pas dans l'intensité. Ils ont été dominés du début à la fin. Et je pense, tu dis, ouais, il faut donner le ballon à Okobo, tout ça, mais le problème, il n'était pas en attaque, il était en défense. Ils prennent 104 points. Au bout d'un moment, il l'a dit, quand tu prends 104 points, c'est très compliqué de gagner un match, même quand tu es Monaco. Et là, ils se sont fait surprendre. Je pense que c'est honteux, la prestation de Papagiannis, tu l'as dit. À l'intérieur, il y a eu des choix aussi faits par Spanoulis de remettre Calates, de sortir Motijunas. Je pense qu'il s'est dit, il me faut un peu de mobilité. Papagiannis est plus mobile que Motijunas pour déranger Naras et Yekete. Voilà, il y a eu des choix qui ont été faits, pas payants. Calates passe au travers aussi, il fait rien du tout. Papagiannis, pas bon. Et voilà, et au bout d'un moment, Alpha Diallo en travers et Lloyd qui est catastrophique sur tout le tournoi. Il a été bon au quart et Kata sur le reste. Ouais, il était bon au quart. Mais un panier à 3 points sur le tournoi. Hein. Voilà. Mais il était bon au quart, il a 15 points, je veux dire, voilà. Mais je suis d'accord avec toi sur la demi-finale. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Il est passé au travers, voilà. Donc aussi, le coaching de Spanoulis n'a pas été payant et le rôle aussi des coachs, parce que, voilà, ils sont en place, ces équipes à ce moment-là de la saison, c'est de mentalement réussir à les mettre dans le match, dans la finale, à leur faire comprendre que c'est pas gagné et qu'il faut rentrer mieux que ça. Après, il a pas réussi en tout cas. Après, on sait que c'est pas une opposition pour Monaco. Monaco, ils aiment bien jouer des équipes équipées. Enfin, ils jouent en 5 matchs en play-off.
Certes, Voilà, certes. merci. Mais là, sur une finale, tu joues une équipe un petit peu bâtarde. Et c'est pas méchant de dire ça. C'est que t'as 2 pivots qui font à peine 2 Ouais, mètres. bien sûr. Ils jouent à 7, ça court de partout, ils ont rien à perdre. Monaco, on l'a vu face à l'Asvel qui arrive à peu près au complet. Il y a des grands pivots, il y a l'Auvergne, ils sont prêts à ça. Voilà, on met la balle là, et ils ont fait une demi-finale, mais vraiment, c'est un bijou stratégique et tactique, la demi-finale de Monaco. Et là, tu arrives dans un match qui va être un peu plus décousu, où finalement, c'est dur finalement de scouter cette équipe du Mans parce que ça vient de partout, ça court de partout, c'est un peu moins facile à scouter. Mais sur le sérieux, tu l'as dit Thomas, t'as raison, la première mi-temps, ils laissent les mecs prendre de la vitesse sur le repli, ils sont pas défensivement, ils sont à 2 mètres des gars. Et quand ils s'y mettent, ben c'est déjà trop tard en fait. Ce qui est fou, et tu l'as parlé de la défense, la stat elle est dingue, donc 104 points encaissés, ils sont à 77 de moyenne en Betclic Elite depuis le début du championnat, c'est évidemment la meilleure défense. Il y a qu'un seul match en championnat où ils ont pris plus de 100 points, c'était contre le Paris Basketball, ils avaient encaissé 111 points et c'était comme de par hasard une défaite. Donc on peut en parler autant qu'on veut, c'est la préparation mentale qui a pas été bonne. Et allons justement sur Spanoulis, on va lire ce qu'il a dit après match, vous avez vu, il était furieux le Span, et voilà ce qu'il nous a dit. On n'a pas respecté le basket, on n'a pas respecté le Mans. Je suis très déçu. Encaisser 104 points en finale, je n'ai jamais vu ça. On ne mérite pas de gagner. Les attitudes ne sont pas bonnes. On se comporte comme des superstars. Deuxième partie, je pourrais mourir pour cette équipe et ses joueurs, mais je dois prendre des décisions. Tout le monde doit se regarder dans le miroir. Ce n'est pas toujours la faute de quelqu'un d'autre. Je veux jouer avec les joueurs qui veulent gagner. Il a été très dur, Erwan en a parlé tout à l'heure, mais bon, c'est logique. Entre ce qu'il est, lui, ce qu'il a été, ce qu'il essaie d'inculquer à son équipe, c'est la moindre des choses de les détruire après cette finale. Ouais, je pense que les joueurs avaient envie, mais dans leur inconscient, c'était gagné d'avance. Voilà, le match était plié et voilà, c'était aussi lui son rôle de faire les bons choix tactiques, d'arriver à les relancer, mettre les bons joueurs sur le terrain aussi. Et pour moi, il a pas réussi son coup. Ils ont été très bien à quart de finale, demi-finale. Après, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit sur Vizad, l'aspect tactique, il a été très bon, certes. Bon, après, au bout d'un moment, les mecs sont sur un nuage, tu peux mettre tout ce que tu veux en place. Ils sortent à la mi-temps à 9 sur 15, Le Mans, bon, tu peux mettre toutes les tactiques en place, il faut quand même marquer les paniers. Ils reviennent dans le match, hein. Ils sont un ballon pour revenir à 4 points. Hein. Ouais, bien sûr. Ils ont 3 tirs à 3 points pour revenir à 4 points et la bascule. C'est que pendant le match, je pense qu'on se dit tous, même à plus 14, plus 15, tout le match, on se dit non, c'est pas fait jusqu'à 4 minutes, 3 minutes même, on se dit, même quand ils reviennent à 7 points, on se dit ah là c'est chaud, ça y est, ils vont craquer le Mans, et boum, ça repart à plus 14. Et en fait, ils ont été solides du début à la fin et Monaco a jamais réussi à passer sous la barre des 7 points. Bon, bah, du coup, Monaco, ils perdent une finale et ils signent Daniel Theis derrière. Donc, ouais, ça... C'était annoncé, il y avait quelques doutes, mais incroyable. Il n'y a aucune cause à effet, mais bon, ils vont voir arriver un joueur qui en Europe va faire, j'imagine, un sacré chantier. La raquette, là, elle est bon courage. Hein. Je pense qu'il y a des mecs sur cette finale, notamment dans le secteur intérieur, qui n'ont pas dû marquer des points. Qui, par exemple? Papagiannis. Moi, l'attitude de Papagiannis, elle est... Alors, je sais que par moment, on peut être frustré de l'arbitrage, c'est pas moi qui vais faire des leçons là-dessus. Bon, au bout d'un moment, tu comprends, tu t'adaptes. La prestation qu'il fait, c'est... T'es dans le dur. Ton équipe, elle est dans le dur. Elle rate son début de match. Tu rentres, tu leur fais encore plus de mal. À prendre des techniques, des trucs, pleurer. Frère, va au carton. Va au carton. Quand t'es frustré, t'es frustré. Il a pas réussi à redescendre, en fait. C'est ce qu'on a un peu ressenti. Je sais pas, c'est pas pour ça qu'on paye des mecs. C'est pas pour ça qu'on paye des mecs plus chers que d'autres pour la gestion des émotions, pour amener de l'expérience. C'est ça aussi, amener de l'expérience. C'est pas juste être un bon joueur et qu'il y a un mec de 2-20 qui est capable de marquer à 3 points. C'est aussi dire, là, c'est un scénario qui, pour l'instant, ne va pas dans notre sens. Par mon expérience, par ma qualité de joueur, je vais inverser la tendance. Il a pas inversé la tendance. Il a remis un coup de pelle pour enterrer son équipe. Bon, écoute, en tout cas, Monaco a déçu. Non, mais Aaron, t'as raison. Monaco a déçu. C'est une victoire magnifique du MSB. On prendra le temps, bien sûr, parce qu'ils ont un mois incroyable, les Monégasques. Alors, petit point sur le bracket, si tu veux, mon Tom, pour revoir le parcours extraordinaire du MSB. Est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, le programme qu'il y a sur DAZN, parce que Monaco va être, en fait, pratiquement toutes les semaines. En fait, toutes les semaines, ce sera le gros match du mois de mars. Donc, Cholet-Monaco à 19h. Tu seras à 19h, bien sûr. Monaco-Paris et donc Monaco-Asvel. C'est le calendrier dantesque avec l'Euroleague qui continue à fond les ballons pour toutes les équipes qu'on vient de voir à part Cholet. Monaco va devoir, après cette petite pause là, internationale, se remettre à fond et faire un gros mois de mars. Mais je suis pas inquiet. Ils ont l'équipe pour, ils ont le bon coach pour. Je pense que Spanoulis va se servir de ça pour quelque part les mettre face à leurs responsabilités en leur disant voilà où on veut aller, c'est-à-dire que on veut être champion de France, on veut gagner la Coupe de France, ils sont toujours en lice, on veut aller au Final Four, plus que jamais avec l'arrivée avec Daniel Theis. Le Final Four, c'est ce que me confiait Lolo Serra, ils me disent Monaco pour le Final Four dans l'état actuel, pourquoi pas? S'il y a Daniel Theis, pour moi, c'est une équipe qui doit aller au Final Four. Bien Donc sûr. Voilà les gros challenges qui restent à cette équipe de Monaco, qui a clairement quand même l'effectif pour y aller. Il réalise une très belle saison en Euroleague. Donc voilà, il faut se remettre au boulot. Et cette équipe-là, elle est jamais meilleure que quand elle est piquée un petit peu et dans la réaction. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Là, pour le coup, ça devrait être une bonne phase pour les Monégasques.
Non, c'est sûr qu'on va pas les enterrer parce qu'ils ont perdu la finale de Leaders Cup contre Le Mans. Voilà, ils font une saison extraordinaire. Maintenant, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont eu un échec, là, à eux de pas le reproduire. Ça doit être moteur pour cette fin de saison. Bah oui. Toujours pareil. On doit se servir des échecs. Bon, Très voilà, en tout content cas. d'avoir revu Eli Okobo quand même après 3 semaines. Oui. Oui. Bon joueur. Mec, il a pas joué pendant 3 semaines, il déboule gros. Incroyable, quel joueur. Magnifique. Toujours plaisir, Eli. Et bravo Eli, bravo à Mathieu. Bravo Français. Ouais, parce que Mathieu, voilà. la demi-finale contre Lasvel. Vache. Tout le monde Voilà pourquoi il était joueur du mois en janvier. était scotché dans les tribunes et tout. Il nous a régalé, honnêtement. Il a été efficace. Il a fait le spectacle, on peut le dire. Ça fait aussi plaisir de voir des joueurs comme ça. Et il est vraiment devenu un joueur référence maintenant depuis un moment. Référence. Il n'y a rien à dire. Et puis on suivra bien sûr l'équipe de France qui joue 2 matchs vendredi et lundi. Et c'est aussi sur DAZN un match en Croatie, puis un match à Orléans face à la Bosnie. Et on pourra en discuter avec plaisir la semaine prochaine. Messieurs, on a été très complet sur cette Leaders Cup. On va pouvoir passer à autre chose. On va surtout passer aux jeunes talents. Et c'est l'heure de prospective de Tom Ciaravino. Aaron Towo Nancy, un nom composé avec lequel il va falloir composer sur les 20 prochaines années. Parce que là, on a affaire à un crack, à un phénomène, à une pépite, à un mec pas comme nous. En 2009, Aaron Towo Nancy et le premier album de Justin Bieber voyaient le jour. Et 15 ans plus tard, il y en a quand même un des deux qui a mieux vieilli. Aaron grandit dans une famille de basketteurs et dès ses débuts avec la balle orange, il est déjà surclassé. Il va faire ses premiers matchs avec les U18 à seulement 13 ans. Eh oui, il fait 30 cm de moins que les autres et pourtant sur le terrain, on ne voit que lui. Comme souvent, les meilleurs prospects se retrouvent à Cholet. Avec, il va remporter le championnat U18, la Coupe de France U17 et avec l'équipe de France, il va remporter le championnat d'Europe U16. 3 trophées en une saison, j'en connais qui en auraient rêvé. Avec ses 1m75, Aaron Towo Nancy va vite, très vite, avec des skills qui ne laissent personne indifférent dans le championnat espoir. Au premier Young Star Game de l'histoire, il s'est fait remarquer parmi les meilleurs prospects du pays. À la passe, au shoot, toujours dans le bon rythme, en ayant un temps d'avance. Et il est surtout devenu le temps d'un match, la coqueluche du public et des commentateurs. Envoie Nancy pour le deuxième 3 points d'affilée. Voilà ce qu'on veut voir. Il est aujourd'hui l'un des prospects les plus suivis du championnat de France. Et on n'a qu'une hâte pour Aaron Towo Nancy, le voir jouer au SLUC. Elle est dégueulasse celle-là. Bravo à Tom Ciaravino qui nous a donc proposé ce petit sujet là sur Aaron Towo Nancy. On était obligé de faire une blague à 2 balles sur Nancy le SLUC. Bravo Tom, tu de l'avoir placé en fin de projet. On va pas totalement se renier quand même. On va déconner. Bon, Aaron Towo Nancy en tout cas, qui doit sûrement nous regarder aujourd'hui et toute sa famille, nous a régalé lors du Young Star Game. C'était lors de la semaine NBA à Paris. On va suivre bien sûr la suite de ses aventures avec le Cholet Basket en espoir, parce qu'il joue en espoir alors qu'il est très 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 jeune. On enchaîne messieurs tout de suite. Allez, c'est parti. On va parler un peu basket tactique, c'est dans la palette. La palette du LNB DAZN Club sera faite par Erwan, puisque je vous le répète, mais vous le savez vu que vous regardez l'émission depuis le début, nous avons switché. Voilà, hein. Donc Erwan, tu vas te charger de cette belle palette d'un joueur qui est revenu dans le championnat de France de Belgique Elite, du côté de La Rochelle, c'est Tom Digbeu, le fils d'Alain. Le fils d'Alain, exactement, qu'on a pu voir à Caen ce week-end. Alain, ouais. Oui. Qui était plutôt content du retour de son fils. Alain, oui. On se souvient, Tom Digbeu, il est formé du côté du Barça. Tiens, regarde. Il est JFL espagnol, ce qui pose un petit peu des soucis pour lui notamment, mais on voit son parcours, il a beaucoup bougé. Tom Digbeu, il était passé notamment par la Pro B, on se souvient à Asa, où il avait mis un énorme carton face à Denain de mon ami Kenny Grant. Ensuite, il avait un peu disparu avec de la Pro B espagnole et il devait jouer la balle, la BIL, et finalement le Stade Rochelais est allé le chercher et ils ont plutôt bien fait. Ils ont bien fait. On regardera ces stats après. Erwan, on va se lancer maintenant dans les actions que tu as choisies pour nous régaler, pour décrypter son jeu. On va commencer avec une première action où on va voir un petit peu toutes ses qualités. Enfin, une de ses qualités, c'est de pouvoir mettre de loin. C'est pas sa qualité première, mais quand il est capable de sanctionner comme ça au loin, derrière, vous allez voir, ça va ouvrir des espaces. Là, on est sur un système un petit peu long. Il va se faire gentiment oublier à l'opposé pendant qu'on va travailler sur une remontée assez classique. L'écran de Jérôme Sanchez pour la remontée. Et puis, vous allez voir Tom Digbeu qui va être patient sur cette attaque-là. Le jeu de passe, regardez, là,
on va aller sur un pick and roll central et puis la petite aide à l'opposé le regarde juste et le petit pas. Et là, on sait, tonton, il est en train de regarder le ballon. Et pour lui, il a déjà perdu sur le retour de passe. Vous allez voir Tom Digbeu qui est capable à longue distance d'envoyer. C'est pas sa qualité première, mais quand on met les cartons qu'il a mis avec La Rochelle, il faut toujours trouver un petit peu d'adresse extérieure et c'est ce qui va parfaitement faire Tom Digbeu là-dessus. Regardez, il est quand même pas à côté de son défenseur. Il est loin du cercle. Et ben voilà, il va envoyer quand même pour montrer qu'il est en pleine confiance, Tom Digbeu, le gaucher. Ça, c'est un tir de confiance plus qu'autre chose. Hein. Ouais, il attrape la balle, il a un temps d'avance. On sait que c'est un gros driver, forcément, il regarde si le défenseur monte fort sur lui, il voit qu'il monte pas très fort, du coup, il envoie papa de gauche, de loin, tranquille, en décontraction. Il restait 8 secondes, tu vois, il aurait pu faire autre chose. Mais quand on est en confiance, on est en confiance. Deuxième action, Erwan. La deuxième action, toujours pareil, face à Dijon, cette fois-ci, là, on va le voir... vraiment dans ce qu'il sait faire de mieux, le drive et surtout la clutch attitude. C'est face à Dijon. Il y a Axel Julien. On va revoir évidemment toute la gestion du chrono et la palette technique aussi dans le dribble de Tom Digbeu. Donc il est sur une ISO, hein, clairement, il reste 7,2 secondes, 90 partout. C'est clairement ce qu'on appelle une balle de match. Ballon à Tom Digbeu qui réalise un match énorme. On clear out quasiment avec 3 joueurs à l'opposé pour lui laisser un maximum de place. On rajoute quand même un joueur dans le côté ballon. Si jamais il y a une aide franche, on a un tir ouvert à 3 points. Mais il n'y aura pas d'aide beaucoup côté Dijon. Vous allez le voir là, la qualité de dribble pour vraiment cadrer Axel Julien qui fait les efforts. Il déclenche à 2,5 secondes, donc le timing est plutôt parfait. Il a ce couloir de 1 contre 1, et là-dessus, on va voir comme quoi c'est une anguille. La défense d'Axel Julien, elle est pas si mal que ça, mais ça va trop vite pour lui avec Tom Digbeu. En face, on veut pas lâcher, eh ben on va donner un lay-up, la bonne lecture, et puis surtout, on met le panier à 0,2. Autant dire que derrière, c'est impossible de prendre un tir, et la victoire, donc, importante pour La Rochelle, et Tom Digbeu qui peut célébrer. C'est quand même dommage que McDuffie soit pas venu en aide, ça c'est clair. Mais bon, je pense qu'il croyait qu'il avait la balle, il a fait écran sur Bello. Il a fait un Gordon Screen, mec, c'est incroyable. Pour qu'il aille au lay-up, voilà, bravo pour l'aide défensive, mais en tout cas, voilà, la confiance mise sur Tom Digbeu, on lui laisse jouer, voilà, c'est un peu le joueur qui manquait à La Rochelle, un joueur talentueux, capable de créer ses propres shoots, ils l'ont trouvé avec Tom Digbeu. Et moi je me dis qu'un mec qui arrive comme ça en cours de saison dans une équipe qui est autant à la peine et à qui on donne directement les ballons, c'est qu'à l'entraînement il a dû montrer tout de suite des choses en disant hey, je vais être ce gars-là. Et avec des résultats immédiats, voilà. On y reviendra après, mais ils ont gagné 2 fois plus de matchs depuis qu'il est arrivé, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. On enchaîne avec une autre action, Erwan. Une autre action, évidemment, on est toujours face à Dijon et là on va aller un petit peu plus loin dans cette qualité de drive, cette lecture chaque fois pour trouver des espaces qu'il y a quasiment que lui qui peut trouver. Mais encore une fois, on va bien bosser côté La Rochelle. On va créer du mouvement pour que justement Tom Digbeu puisse trouver des espaces. On a le pin down avec Bello là pour aller libérer Tom Digbeu. Et vous allez voir, on va enchaîner avec un mouvement côté La Rochelle. C'est Jérôme Sanchez là qui va bénéficier d'un écran, une espèce de pic, de piqueur pour Jérôme Sanchez qui va venir pour le coup piquer dans le dos du défenseur de Tom Digbeu ou pas, parce qu'on va voir qu'il va slipper là-dessus sur l'écran et ça crée du mouvement. Et dans ce mouvement-là, Tom Digbeu, en anguille toujours, va aller par des pas décalés aller trouver le cercle. Il y a quand même des qualités qui nous sautent à la gueule, c'est sa vitesse. Hein. Vitesse et qualité de drive, Thomas Larokis. Ouais, très fort sur les appuis. On le voit, l'aide est bonne hein, du défenseur dijonnais. Cette fois, l'aide est bonne. Il vient fermer le milieu et on ne sait pas comment il arrive à se glisser avec un pas décalé et à finir. Voilà, il est capable en plus de finir des 2 mains. Et ça c'est quand même un gros plus pour des scoreurs comme ça. Main droite, main gauche, il est très à l'aise près du cercle. On le voit là sur l'action. Encore une vidéo ? Évidemment, on a un cas toujours. On va pas bouder notre plaisir. On est face au Portel cette fois-ci. Ça avait été son premier gros match. Et là, on va voir, en fait, ça paraît pas fou comme panier. C'est quand même un panier au contact. Mais on parlait de la vitesse. Voilà le démarrage. Il est quand même balle en main. Là-dessus, il est plutôt bien défendu, cadré. Et vous allez voir sur le démarrage comment il va laisser complètement son défenseur jouer avec évidemment le jeu du pick and roll. Il va avoir toute la ligne de fond. Et là, regardez, sur le démarrage, il a le choix. Il va choisir finalement de prendre le côté faible à droite. Et sur le démarrage, en fait, il va complètement laisser son défenseur sur place. D'ailleurs, on avait anticipé un step-out. Tant pis. Et là, on le dit, le bouton turbo. Des fois, quand on a des qualités de vitesse, Tom, faut pas s'inventer une vie. Il faut juste aller plus vite que l'autre et choisir le bon couloir de drive. Ouais, je le dis souvent, les forts attaquants savent repérer quand défensivement, les gens ne sont pas en place. Là, on voit que sur la prise d'écran, son défenseur, apparemment, on ne doit pas lui annoncer l'écran parce qu'il l'ouvre pas pour aller en direction de l'écran. Du coup, il voit qu'il a tout le couloir derrière et que l'aide
est pas assez basse. Du coup, il se dit, ah, j'ai le temps d'y aller en vitesse, j'ai tout le couloir pour moi et il en profite. Et l'aide met trop de temps à arriver, il lui monte sur la truffe, c'est 2 points. Vous l'avez bien compris, c'était pas une palette pour mettre les qualités défensives des équipes de Betclic, mais bien pour montrer les qualités de Tom Digbeu qui se relance complètement avec La Rochelle. 4 matchs avec La Rochelle, 4 points face au Paris Basketball, puis ensuite il monte clairement en température face au BCM. 17-6-4 face à Dijon, 34 points, le chef-d'œuvre donc avec le buzzer beater et la victoire. Et face au Portel, une autre victoire, 21 points pour lui. Il a joué 4 matchs, 2 victoires. C'était le Portel, son premier gros match, ouais. Et le Dijon après, j'ai dit l'inverse tout à l'heure. Oui, c'est pas très grave. Tu sais, on en discutait avec Stephen et il nous disait j'ai envie de le voir dans un gros match, j'ai hâte de le voir être capable de performer lors d'une grosse rencontre. Bah, ça tombe bien puisque le prochain match du stade Rochelais, ce sera le 2 mars face à l'Asvel. Donc au moins, on pourra, après cette petite trêve internationale, savoir où en est ce bon vieux Tom Digbeu qui est donc Digbeu, qui est très très bon depuis son arrivée à La Rochelle. Voilà pour la palette, quel plaisir. Toujours la palette. Tu préfères ce rôle ou le mien? Ça bosse, hein? Tu préfères ce rôle ou le mien? Moi, tu sais, j'aime bien alterner, moi. C'est comme quand on commente. Mais bon, finalement, je vais reprendre quand même ma place Bah, de numéro 1. tout à fait. Tu sais pourquoi? Tout à fait. Parce que t'es excellent en analyse, Thomas. Je trouve aussi. C'est pour ça que dès le prochain NBA Zone Club, eh bien, on reprend chacun sa place. Non, allez, on enchaîne tout de suite avec... On se finit bien avec un beau top 10. Ils ont fait une énorme deuxième mi-temps, les Parisiens, Steph. Des deux côtés, hein. Oh là, le tir de Nadir, il est loin. Steph. Oh là 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 là. C'est Thierry Henry. Oh, ça va vite encore derrière. Oh le dunk, il est monté très 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 haut. Freddy Guettet qui va retrouver son meneur, il va falloir prendre un tir très rapide pour Trevor Edgis. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. C'est incroyable. Le panier. Oula, c'est dur ce tir. Encore une fois. Le tir à 3 points plus la fin. Cette fois, c'est Corneli qui est pris. C'est quel tir exceptionnel. Sur un pas, il restera 7 secondes sur cette possession pour Gaëtan Clerc qui va faire se lever son intérieur. Djibril Melo, il a tout arraché. C'est sa deuxième à 2 ans. Il peut servir. Goudousina qui est dans le mauvais timing malheureusement. Kevin Kokila qui avait bien lu. Kevin, oh là là, Kevin Kokila, il se fait contrer encore une fois. Kevin Kokila, il était venu pour l'assassiner tout simplement. Regardez. 75 partout avec 7 minutes 30 en chrono. Passe dans le dos à terre, Corneli. Allez-oop, Mathieu Strazel, la mise en l'air, le allez-oop. Conclu par Peter Corneli. Avec la faute. Isaac. Pour la gagne. Oh, avec la planche, Jovan Onyongue. On voit les Rochelais au lancer. Tom Digbeu. 3 secondes. Il a engagé son mot. Et ça dedans pour Tom Digbeu. À 2 dixièmes de la fin. On est debout dans le palais des sports de Caen. Trevor Edgins qui va jouer de Traoré qui va se battre 3 points après le step back. Le tir de Trevor Edgins exceptionnel. Exceptionnel Trevor Edgins, il s'est occupé de tout dans cette fin de match. Norman Kaver pour égaliser ou gagner. Leslie Rodriguez à 3 points dans le palais des sports. Leslie Rodriguez. Daisy Rodriguez, numéro 1 du top 10 du LNB Zone Club. Et vous avez vu, on a fait un mix entre la Betclic Elite et la Leaders Cup. On est gâtés cette dernière semaine, hein, Erwan, entre le spectacle, les upsets et surtout le niveau global du championnat. Et le meilleur arrive. Et le meilleur arrive. On va se rapprocher des playoffs. Il y a les finales de Coupe de France qui vont arriver. Et du play-in même. Et du play-in, qui vient d'arriver. exactement. Donc le meilleur arrive, c'est ça qui est bien. C'est que l'après Leaders Cup, on se régale chaque année. Derrière, on sait qu'on va rentrer dans les matchs couperés pour les qualifications au play-in pour avoir l'avantage du terrain. Et puis on attend les playoffs avec impatience. Bon, ce qui est bien,
bien, c'est que le meilleur arrive, mais les meilleurs sont autour de la table aussi. Bravo messieurs, on s'est régalé de cette Leaders Cup et de ce débrief que l'on a fait ensemble là, pendant presque une heure. Merci, je vous souhaite à tous une bonne année. C'est le gars qui dit n'importe quoi pour finir. Non, on se retrouve bien sûr sur les antennes de DAZN pour commenter des matchs du basket français que l'on apprécie tant. Il y a cette petite pause là, avec l'équipe de France, puis ensuite on se retrouvera donc pour le championnat de France. C'est Chloé et Stephen qui seront aux commentaires des deux matchs de l'équipe de France. Merci Erwan, merci Thomas. Rends-moi ma place quand même. Je te rends ta place avec plaisir. Merci aux équipes de Paul RR, merci à Tom Charavino à l'édition, merci à toute l'équipe First Team, vous êtes les meilleurs. On s'embrasse tous sur la bouche et on se souhaite à tous une très bonne journée. Et n'hésitez surtout pas à parler de cette émission à vos amis parce qu'elle est super bien.